Évidemment, donc, lié à la paracha de Miketz, ce sont les fameux rêves, de Pharaon. Et on va donc essayer de comprendre ce qui se passe dans le monde de l'interprétation des rêves. Ça va être le sujet de ce cours-là maintenant. D'ores et déjà, si une d'entre vous se met à dormir, je ne verrai pas ça comme étant une marque d'un mauvais cours, mais au contraire d'une application pratique. C'est intéressant. Alors regardez, la démarche est la suivante. On va tout d'abord lire quelques versets en faisant quelques remarques qui concernent les rêves de Pharaon. Et ensuite, une fois qu'on aura récupéré un petit peu tous ces ingrédients, entre guillemets, alors on va essayer de voir 4 citations du Talmud, dans le traité de Brachot, page 55, ça va plaire à certaines personnes, le chiffre 55, qui va donc, il y a une page entière du Talmud, au moins une page, même 2 pages du Talmud, qui va traiter donc l'exploration talmudique pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se trame dans un rêve. Et une fois donc on aura fait cette démarche de récupérer à la fois les informations de la Bible, et ensuite d'essayer de voir ce que disent les maîtres du Talmud, on va essayer de bien comprendre ce concept de l'interprétation des rêves. Alors, tout commence par, non pas la paracha cette semaine, la paracha précédente. Le texte nous dit, voici l'histoire de la descendance de Yaakov. Yosef, âgé de 17 ans, menait paître les brebis avec ses frères. Bon, c'est leur occupation, ils sont bergers de père en fils. C'est pas tout à fait gênant, je vous ai quand même marqué dans le document en vert l'expression Aya roé atechav, il menait paître les brebis avec ses frères. On verra pourquoi. Pourquoi on a besoin de le souligner, de le surligner. Veunahar, il était jeune. Et Bene Bilha, avec les fils de Bilha et ceux de Zilpa, épouse de son père. Yosef débitait sur leur compte des médisances à leur père. Donc on a un fils qui traînait avec ses demi-frères, ils n'étaient pas issus de la même mère, mais du même père, et qui passait son temps à débiter des calomnies, des choses sur les enfants de Léa. Donc lui, il est fils de Rachel. Et il y avait une lutte intestine entre les deux pans de la famille. Et donc lui, il venait rapporter à son père le fait que ses frères n'étaient pas tout à fait tip-top en termes de pratiques religieuses. Ouais, il y avait des choses à revoir. Bon. Ce qui m'intéresse ici, vous voyez bien ici, c'est que le texte nous a dit que Yosef avait quel âge à ce moment-là? C'est juste avant qu'il se fasse vendre, enfin qu'il se fasse mettre dans le puits, ainsi de suite. Il avait 17 ans. Et le texte précise, Veunahar, et il était jeune. Bah c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Puisque 17 ans, c'est l'âge de la jeunesse, l'âge ado. Donc pourquoi le texte a besoin ici de répéter le fait qu'il était jeune? Réponse évidemment de Rashi à qui rien n'échappe. Il lui dit la chose suivante, ça veut dire quoi il était jeune? C'est pas simplement son âge. Il dit Rashi, il agissait de manière enfantine, s'arrangeant les cheveux, se parant les yeux, afin d'embellir son aspect. Donc Yosef, il devait peut-être se gominer les sourcils, il se sapait, il faisait attention un petit peu à son look. Ouais, le grand méchant look, il faisait très attention à son look. Bon. Ça, c'est le paysage, enfin c'est la façon dont on dépeint Yosef. Juste après, les frères le voient, le voient débarquer. Et, pardon, donc ça c'est on dépeint l'âge de Yosef. Juste après, le texte nous dit que Yosef se met à rêver. Nous composions des gerbes dans le champ. Soudain, ma gerbe se dressa. Elle restait debout et les votes se rangèrent à l'entour et s'inclinèrent devant la mienne. Donc Yosef va raconter l'histoire du rêve des gerbes de blé, premièrement. Deuxième chose, il va aussi raconter son deuxième rêve. Il eut encore un autre songe et le raconta à ses frères en disant « J'ai fait encore un songe où j'ai vu le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosterner devant moi. » Et donc, les frères voient ça, ils se disent « Attends, mais c'est pas possible. Tu es en train de signifier de façon plus ou moins explicite que fondamentalement, nous, on va devoir se prosterner devant toi. On voit ça chez les gerbes, on voit ça chez les étoiles, et on voit même que papa, le soleil et la lune, sont aussi en train de se prosterner devant toi. Il y a une sorte de crime de lèse-majesté. Ici, c'est pas normal, cette façon de voir les choses. Et voilà que les frères commencent à fomenter une
liquidation de Yosef. Et lorsqu'il le voit arriver, le texte nous dit Vayomru Ish Alechav, il voit arriver au loin Yosef qui est venu sur l'ordre de son père jusqu'à la ville de Shrem, lieu de tous les dangers, lieu de toutes les catastrophes. Il va là-bas à l'encontre de ses frères, mais ses frères ont une grande haine de lui, déclarent de la façon suivante, ils se disent l'un à l'autre, voici venir l'homme au songe. Veine, il est Baal Achalomot à la Zeba. Ouais, donc le grand rêveur est venu. Petite parenthèse, je vous ai marqué ici en fuchsia le Baal Achalomot, on n'a pas dit que le texte ne dit pas que c'est un rêveur. Les gens, c'est des rêveurs. Mais là, on dit que c'est littéralement le propriétaire des rêves. Ça veut dire qu'il il a un petit peu ce qu'on appelle le monopole des rêves. Et effectivement, quand on réfléchit un petit peu, Yosef rêve, mais il ne peut pas que rêver. Yosef, il interprète les rêves, on va le voir bientôt, tout de suite. Et il fait aussi rêver de lui. On voit que la notion de rêve se cristallise autour du personnage de Yosef. Il fait rêver de lui les femmes, puisqu'il est très beau, mais pas que les femmes, les hommes aussi, puisque M. Potiphar va être épris d'amour pour le jeune Yosef, à tel point qu'à un moment, le texte de la Torah nous dit qu'il s'appelle Poutiféra, pas Poutifar, mais Poutiféra. Et Rachid dit, mais d'où vient ce Poutiféra? Alors, il est froid en hébreu, ça veut dire qu'il y a une idée de priya, c'est la deuxième phase d'une Brit Mila. Dans la Brit Mila, il y a une première coupure, et ensuite on retourne la peau. Eh bien, Poréa, ça veut dire qu'on vient exprimer, pour dire de Poutifar, Monsieur Poutifar s'est auto-mutilé, il s'est auto-castré de façon à faire taire tous les sentiments qu'il a vis-à-vis de Yosef. Bref, Yosef est un individu qui possède le monde des rêves, ça c'est le personnage par excellence de Yosef. Donc ça c'était juste une petite parenthèse. Je continue donc l'épopée de notre Yosef, je rappelle au niveau des dates, Yosef avait 17 ans au moment où on commence à parler de lui, et puis, enfin par sa naissance, et puis il va immédiatement donc être normalement tué, pas tué, mis dans un puits, puis ensuite vendu à des Ishmaélim. En cavale, il débarque directement dans la maison de Potiphar dans laquelle il prend du grade. Il devient l'intendant principal pendant 1 an, jusqu'au bout de 1 an de présence chez M. Potiphar, arrive le triste épisode d'une femme qui voulait le séduire et qui va l'accuser de viol, c'est Madame Potiphar. Et donc il va se retrouver après, pendant 10 ans en tôle. 10 ans plus 2 même, 12 ans en tôle. Donc il a 17 ans, à 18 ans il est mis en tôle, il est jusqu'à l'âge de 30 ans en prison. En 30 ans, c'est ce qu'on va voir tout de suite, on a entendu parler d'un grand marabout dans une des prisons qui avait interprété de façon magnifique les rêves du maître Échanson et du maître Panetier. Et donc, Pharaon qui se trouve tout, comment dire, quoi devant un rêve, il ne sait pas comment l'interpréter, il réunit tous ses marabouts, qu'une personne ne lui donne une interprétation qui est valable. Alors, il va décider de faire sortir de son puits, c'est-à-dire de son, comment dire, de sa prison, mais c'est un puits, c'est intéressant, c'est le même puits dans lequel il se trouvait, il se trouve encore dans une sorte de puits, c'est cette prison dans laquelle il se trouve, et il fait sortir, et c'est là que Yosef va interpréter les rêves de Pharaon, fameux rêve dans lequel il voit 7 années d'abondance et 7 années de famine, et 7 années de famine qui vont venir engloutir les 7 années d'abondance. Donc, et c'est né qu'à partir, donc Yosef avait 30 ans, 7 ans d'abondance, encore 2 ans de famine, et c'est à ce moment-là qu'il va retrouver son papa. Donc depuis l'âge de 17 ans jusqu'à l'âge de 39 ans, 22 ans de déconnexion totale avec son papa. Donc ça c'est juste au niveau de la fresque historique. Maintenant, on s'est arrêté aux rêves qui ont agacé les frères. Maintenant, on l'a dit, le Yosef se trouve dans la prison et vous imaginez qu'un univers carcéral n'est pas propice aux rêves d'un enfant. Yosef arrête de rêver, mais comme par hasard, les rêves viennent à lui. Il joue le rôle de magnet. Ouais, il y a un tropisme vers Yosef. Les gens viennent lui dire, on a fait un rêve, le maître Échanson, le maître Panetier. Il l'interprète de façon magnifique. Maître Échanson, tu vas te réincorporer. Maître Panetier, tu vas être pendu. C'est exactement ce qui se passe. Et regardez un petit peu ce que dit le texte. Une fois qu'il a interprété dans le bon sens au maître Échanson qui va être réincorporé dans son rôle de barman pour Monsieur Pharaon, alors il précise auprès du maître Échanson la chose suivante, Kim Zachartani Ita, verset numéro 14. Si tu te souviens de moi, lorsque tu seras heureux, rends-moi de grâce un bon office. Ouais, rends-moi l'ascenseur comme on dit en français. Tu parleras de moi à Pharaon et tu me feras sortir de cette demeure. Donc je répète. Il a donné une clé d'interprétation
génial au maître Échanson qui fait que, enfin, il se trouve que le maître Échanson va être effectivement réincorporé. Il lui dit juste une chose, ouais, rappelle-toi de moi, ne m'oublie pas, ouais, rends-moi l'ascenseur, moi je suis dans le trou ici. Ouais, dès que tu as une possibilité de réincorporer, pense à parler de mes talents à Pharaon. Maintenant, la façon dont il demande fait un petit peu surgir les commentateurs qui viennent dire mais c'est bizarre, il a un ton un peu péremptoire. Ouais, toi, tu es encore dans une situation de prisonnier. Ce qu'il faudrait, c'est supplier. Bah écoute, je t'en prie, viens, on se renvoie l'ascenseur, sois sympa, ouais, ne m'oublie pas. Il dit pas ça. Il dit, tu parleras de moi, je l'ai marqué en jaune. Tu me feras sortir presque une sorte d'ordre, mais t'es pas en position, comment dire, de force pour pouvoir ordonner comme ça. Donc c'est une première bizarrerie, donc pour l'instant on ne fait que repérer les bizarreries. Maintenant, on arrive, le maître Échanson a été réincorporé, il a oublié la grâce de Yosef, et donc cette histoire va durer encore 2 ans. Donc, le rêve c'est fait, le rêve est interprété, et 2 ans après, il est encore dans le cachot, Yosef, et puis d'un coup c'est Pharaon qui se met à rêver. Pharaon qui se met à rêver, dans ce rêve, tout le monde se rappelle, le texte nous dit, donc on le lit ici, et voici que du fleuve sortaient 7 vaches, belles d'éclat et grasses. Ouais, elles étaient belles d'éclat et grasses, qui se mirent à paître dans l'herbage. Ouais, donc c'est un rêve. Puis, 7 autres vaches sortirent du fleuve après elles, celles-là chétives et maigres, et s'arrêtèrent près des premiers au bord du fleuve. Donc on a d'un côté des vaches belles d'éclat et grasses, de l'autre des vaches chétives et maigres. Et puis, dit le texte, et les vaches chétives et maigres dévorèrent les 7 vaches belles d'éclat et grasses. Ouais. Donc on a les plus petites qui viennent manger, phagocyter les plus grandes. Alors Pharaon s'éveilla. C'est pas fini, le texte nous dit, et voici que du fleuve sortirent 7 vaches grasses et de belle apparence, qui vinrent paître dans l'herbage. Alors petite parenthèse, excusez-moi, c'est pas un deuxième rêve. Les 2 rêves c'était donc à la fois les vaches, et il a rêvé aussi d'épis. Mais ce qui est intéressant dans le verset numéro 18, c'est qu'il vient relater son rêve à Pharaon. Donc on a eu dans la Torah à la fois le live de Pharaon, donc on a assisté en direct au rêve de Pharaon, donc comment Pharaon voit son rêve, c'est les versets numéros 2, 3 et 4. C'est la version originale, si vous voulez, du rêve de Pharaon. Et puis verset numéro 18, c'est la retranscription du rêve au vrai de Pharaon. Ça veut dire Pharaon ne sait pas comment faire pour interpréter ce rêve. D'un coup, le maître Échanson dit tilt, oh là là, mais je me rappelle, il y avait un marabout, un fège, un juif, c'est-à-dire un hébreu. Ouais, un hébreu, ça veut dire un bonhomme qui était jeune, qui était évêque, un esclave, qui plus est hébreu, ça veut dire il n'y a aucune région qui puisse remonter, puisque il a suffisamment de tares pour ne pas accéder au pouvoir. Ouais. Et en tout cas, il a toutes les tares du monde, mais c'est un excellent marabout, il m'a interprété de façon magnifique les rêves. Alors, Yosef il dit, à Pharaon il dit, écoutez, faites-le sortir, amenez-le-moi immédiatement. Il l'amène et il va relater son rêve. Il va donc donner sa version officielle du rêve. Et vous allez voir que ce n'est pas la version originale. Il va faire quelques petites modifications, regardez bien. Et voici que du fleuve sortirent 7 vaches grasses et de belle apparence, qui vinrent paître dans l'herbage. Pour l'instant, on a un premier distinguo. Comparez le verset numéro 2 avec le verset numéro 18. Je relis. Et voici que du fleuve sortaient 7 vaches belles d'éclat et grasses, qui se mirent à paître dans l'herbage. Ça, c'est la version originale. Attendez, avant ça. Même avant les vaches. Et voici que du fleuve sortirent 7 vaches grasses et de belle apparence, qui vinrent paître dans l'herbage. Alors, je vous l'ai marqué en rouge, ça jaillit. Ce que lui, il a vu, c'était Yefat Mar'é, c'est-à-dire belle d'éclat. Et il dit à Yosef, elles étaient Vifat To'ar. Elles étaient, belles d'apparence. Voilà, donc je répète. Il a vu des belles d'éclat et il traduit des belles d'apparence. Vous allez me dire, blanc bonnet, bonnet blanc, on va pas commencer à chipoter, ouais. Ce ne sont que des nuances, ouais. Mais attention, vous allez voir un petit peu l'importance de chacun des mots dans la Torah. On n'est pas dans un roman de Balzac dans lequel on peut jouer avec toutes les nuances et les multiples pages qui vont s'apesantir sur des descriptifs. Chaque mot vaut son pesant d'or. Donc on ne peut pas se permettre de dire, bon, c'est pareil. Non, voilà. Maintenant, deuxième chose. Le texte nous dit, verset numéro 19, puis 7 autres vaches les suivirent, maigres d'apparence, fort chétives et toutes décharnées,
je n'en ai point vu d'aussi misérable dans tout le pays d'Égypte. Alors, je vous ai marqué ici en bleu le terme en hébreu. Il dit la chose suivante. Veine sheva parot acherot olot achereen dalot veraot toar. Donc, elles étaient maigres d'apparence, fort chétives. Ve rakot bassar. Rakot bassar, ça veut dire décharné. Comme on dit en français, la peau et les os. Vide en chair. Vide en chair, merci. Rak, exactement. Rak, c'est vide. Vide de chair. Donc on imagine ici le personnage squelettique, enfin la vache squelettique. Maintenant, faites-moi un comparatif entre le verset numéro 19 et le verset numéro 3. Alors, ça veut dire que, regardez en bleu, pour ceux qui connaissent bien l'hébreu, il avait reçu un message, il avait vu donc des vaches qui étaient dakot. Dak en hébreu, ça veut dire fin. Elles étaient fines, ouais, elles étaient fines, parce qu'elles ne sont pas grasses, normal. Et lui traduit rakot. Il est passé de dakot à rakot. Maintenant, quand on écrit, on y voit presque du feu. Ouais, que du feu, je m'explique quoi. Rakot, ça s'écrit avec un resh, kaf. Ouais, rakot. Et dakot, alors littéralement ça s'écrit comme ça. Wow. Dakot. Ouais, c'est un resh, ça c'est resh, c'est rakot qui veut dire vide de chair, et dakot qui veut dire fine. Vous allez dire, mais c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc, en train d'exprimer le fait qu'elles sont squelettiques, ces bonnes vaches, ouais. Donc il suffisait juste de rajouter ça. Hein. Donc la nuance elle est là. Enfin, c'est rien. Au niveau écriture, scripturale, il n'y a pas grand chose. Maintenant, ça a une incidence absolument colossale, ce changement. Donc on a deux changements. Excusez-moi. Deux changements opérés par Pharaon, deux nuances. Il a vu, je répète, des vaches qui étaient Yephot marées, et il est traduit comme Yephot Toar. C'était des belles d'éclat, il en fait des belles d'apparence. Bon, premier point. Deuxième point, il en a vu des maigres, il est traduit en décharné. C'est bon ou pas? Oui. Ouais. Maintenant, on va voir que ces détails, rappelez-vous ces détails, vont avoir une importance absolument colossale par rapport à la suite des événements. Maintenant, et d'ailleurs, je vous donne un petit indice. Je vous ai marqué ici, non, je ne vous donne pas l'indice, je veux qu'on puisse continuer maintenant. Donc, il récupère cette information, il l'interprète en disant, ben voilà, c'est très simple, Pharaon, devant toi, les 7 vaches maigres, en fait, ce sont des années, et tu vas avoir donc 7 années d'abondance, 7 vaches grosses, pardon. Tu vas avoir donc 7 années d'abondance qui vont être suivies par 7 années de famine, et le fait que les vaches qui sont toutes maigres vont avaler et phagocyter les vaches grosses, c'est révélateur du fait qu'on n'aura plus de souvenirs de cette abondance, tellement on aura des années de famine, de disette. Ça, c'est l'interprétation. Pharaon dit, attends, donc il donne l'interprétation, et juste après il rajoute, verset numéro 34, excusez-moi, en jaune, le dernier verset que je vous ai marqué dans la phase, que Pharaon avise à ce qu'on établisse des commissaires dans le pays et qu'on impose d'un 5e le territoire d'Égypte durant les 7 années d'abondance. Donc il lui donne en même temps l'interprétation et le business plan à suivre pour éviter, comment dire, de tout manger pendant les années d'abondance et de se retrouver tout simplement sans aucune ressource après les années d'abondance. Alors, la grande question à poser ici, dans ce texte, est la suivante. On t'a fait sortir de la prison pour faire ton rôle de marabout, c'est-à-dire interpréter un rêve. Comment tu te permets de rentrer dans une sorte de conseil stratégique auprès du pharaon? Mais on t'a pas demandé. Tu es décalé par rapport à ton rôle. Tu es déplacé. C'est pas normal. Lorsque tu as été sorti, tu n'es qu'un esclave, tu as été sorti de là pour une tâche spécifique. Comment se fait-il que tu te permets de proposer des conseils à Pharaon? Mais ça, en français, on appelle ça un crime de lèse-majesté. Ouais. Il devrait être immédiatement passible de mort. On t'a pas causé. Excuse-moi, Youssef, on t'a pas causé. Ton rôle t'interprète et puis c'est tout. On va te donner ensuite, je sais pas, on va te gratifier, on peut te sortir de prison. Mais ça veut dire quoi que tu commences à y mettre, donc il faut faire ça. Et ce qui est incroyable, c'est qu'au lieu d'être passible de mort à ce moment-là, Pharaon dit, tu sais quoi? J'ai rarement vu des personnes aussi stratégiques que toi, tu sais quoi, je vais te prendre en tant que Premier ministre. Mais il était en prison quand il a dit ça.
il est sorti de prison juste, on l'a juste présenté. On l'a juste rendu présentable, on a coupé les cheveux, la barbe, ouais. Un petit peu de... Ouais, il raconte. Ok, et maintenant il a une stratégie. Mais il aurait dû se faire tout simplement éliminer. Et contre toute attente, voilà que... Et qui plus est, même le ton péremptoire, il est dans le subjonctif. Que Pharaon avise à ce qu'on établisse, qu'on impose. Mais ni on t'a causé, ni en plus, même si on t'avait causé, mais ne parle pas comme ça. On aurait imaginé un bonhomme qui va dire j'aurais peut-être pensé, enfin je suis rien du tout, hein, je propose tout simplement, ouais, il aurait dû mettre toutes les pincettes. Non, on l'a pas demandé, qui plus est, quoi. Stratégie de niche. Ouais, il a trouvé un créneau, il a envie de se placer, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. On n'est pas dans une stratégie marketing. La stratégie, quand il dit tu parleras de moi, tu me feras ça. Ouais, c'est je démarre en jaune les deux. Dans les deux cas de figure, il est péremptoire. Alors qu'il soit péremptoire avec un détenu, un co-détenu, bon, ben ça va, ça s'entend, bonne guerre. Mais là, t'es en face du pharaon. Enfin, si on l'a fait sortir, il a eu conscience de son importance. Non, un marabout, un génie. C'est comme si on prend un mathématicien qui est dans les prisons en tant que réfusnik ou je ne sais pas quoi. On lui demande écoute, on a besoin d'un petit job pour toi et puis grâce à ça, on donnera plein de choses à ta femme. Voilà. T'es content? Ça te va? Ouais, bon, il dit ok, je suis réfusnik, je vais. C'est pas grave. C'est pas plus que ça. Il n'a pas commencé, maintenant je te conseille maintenant de faire ça, ça et ça. C'est pas possible. Ouais, il est décalé par rapport à ça. Donc il y a un problème ici à comprendre, qui est la même question qu'on s'est posée tout à l'heure. Pourquoi Yosef prend les devants? Pourquoi Yosef est péremptoire par rapport à sa situation? Ce n'est ça. N'oublions pas que c'est un bonhomme qui a été accusé de viol. Comment il se permet de la ramener? C'est quand même incroyable. Et pourtant, il allait le faire paître avec ses frères, quoi. Non, mais je veux dire, il est pas... Il a peut-être rêvé qu'il Il serait n'est Premier pas... ministre. Il n'avait pas un grade supérieur, non? Non, c'est sûr, encore plus. Encore plus. Ouais, Il a peut-être rêvé Très bien. aussi qu'il serait Premier ministre. Très bien. Le texte ne parle pas de ça, donc on n'a pas d'informations là-dessus. Il n'y a aucune raison qu'il puisse penser à ça. En tout cas, jusque-là, ce sont les éléments. Je vous rappelle un petit peu toutes les bizarreries. On a remarqué d'abord un lieu géographique qui faisait paître ses brebis avec ses frères. Premier point. Deuxième point, et ça, il faut comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'on veut apprendre de là. Deuxième point, on a vu que Yosef avait une attitude assez gamine, entre guillemets. Cette façon de vouloir se gominer un petit peu les cheveux, ouais, ça paraît bizarre. En tout cas, le texte a besoin de préciser qu'il y avait quelque chose d'enfantin là-dedans. Ensuite, deuxième chose, Yosef est le prototype du propriétaire des rêves. Troisième point, on a vu dans le texte ce décalage, ce hiatus entre le rêve en version originale de Pharaon et le rêve en version différée. Lorsque Pharaon répète le rêve, il y a au moins deux différences dans la description des vaches qui portent à la fois sur l'aspect positif des vaches, elles étaient belles d'éclat ou belles d'apparence, donc tantôt ouais, ça oscille. Deuxième chose, est-ce qu'elles étaient décharnées ou bien elles étaient tout simplement maigres ou décharnées. Donc voilà, c'est juste la petite nuance qu'on a vue. Dernier point, pourquoi Yosef se permet de prendre les devants, de se positionner, d'avoir cette stratégie de niche qu'il met en place. Donc c'est les grandes questions qu'on pose sur le texte de la Torah. Maintenant, deuxième partie. Je vous ai amené ici 4 axiomes qui sont marqués dans le Talmud, traité de Brachot, page 55. Par rapport aux rêves, le texte nous dit la chose suivante. Amar Afrizda dit tous les rêves sont exploitables, sauf ceux issus d'une journée de jeûne. Donc, le texte nous dit que n'importe quel rêve que tu fais est exploitable, sauf celui qui est issu d'une journée de jeûne, c'est-à-dire un jeûne. En général, on a eu quelque chose de pénible à vivre. On a eu faim, on a eu soif, on a eu des migraines, on a eu des fois des palpitations. Bref, c'est complexe, c'est un combat, un jeûne. Maintenant, si le soir de ce jeûne, tu te mets à rêver des choses bizarres, sache une chose que c'est lié à la conjoncture de ta journée. Ouais, tu as eu une journée un peu harassante. Et alors, ça c'est ce qui n'est pas marqué au niveau du Talmud, au niveau d'un jeûne. Donc, tu as eu une journée éprouvante. Et les décisionnaires, les maîtres du Moyen-Âge déjà, vont dire, c'est pas simplement un jeûne. Imaginons qu'on ait assisté, que Dieu préserve, sous nos yeux à une scène très violente. Ouais. Alors, si le soir on rêve de sang, il n'y a rien à exploiter. Ouais. Ce qui veut, je répète, tout ce qui est de l'ordre de la conjoncture de ta journée, la pénibilité d'une journée, ou bien, pas forcément la pénibilité, une bonne femme s'est mise à fantasmer pendant toute la journée en se voyant comme ça, je sais pas moi, vainqueur de l'euro-million, j'en sais rien, ouais. Donc il s'imagine avec des projets complètement incroyables, et puis d'un coup dans la nuit, il rêve qu'il se voit sur l'île de Bora Bora, sur un jet privé. Bon tu te dis, ça veut pas forcément dire que c'est ça qui va t'arriver. T'as tellement pensé à cette île de Bora Bora que finalement t'as tout simplement retrouvé ça dans tes rêves. Donc c'est pas exploitable en deux mots. Ce qui veut dire que tous les autres rêves sont oui exploitables. Donc déjà première des choses,
l'interprétation des rêves a sa, a sa place dans la vie d'un individu. Deuxième point. La prise de dire, deuxième axiome. Rama de lo mifshar ke igreta de la mikria. Un rêve non interprété est comme une lettre non lue. C'est-à-dire, on peut faire un rêve, et si tu ne l'interprètes pas, tu passes tout simplement à côté d'un message. C'est déjà un chidouche, c'est quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que le rêve est une sorte de convocation à se faire interpréter un rêve. Et ne pas le faire, c'est comme si je refuse de regarder le courrier. Un petit peu, vous savez, des fois on reçoit un courrier dans lequel vous avez sur le côté gauche la Marianne. Ça sent le PV, ça sent le truc. Donc des fois on préfère attendre pour les ouvrir, ouais, ou les déclarations. Ouais, c'est ce qui se passe. Ouais. Alors, t'es pas obligé d'ouvrir un courrier. Il n'y a pas une obligation, mais juste, tu es passé à côté d'un message. C'est ça qu'il faut comprendre ici dans le texte du Talmud. Troisième, parole qui est la parole la plus étonnante. Rabbi Zeira dit, toute personne qui dort 7 jours sans rêver est appelée mauvais. Mauvais. Nikrara. Est une personne donc qui est appelée mauvaise. C'est ce que dit ici le Talmud. Alors évidemment, il y a pas mal de questions à poser. Vous avez vous-même des questions qui permettra de... On peut ne pas s'en souvenir. Oui, Il y a une censure automatique. C'est ça. Alors, la censure n'est pas gênante dans la mesure où je sais au moins que j'ai rêvé. J'arrive pas à me rappeler de ce que j'ai rêvé, mais j'ai rêvé. J'ai eu une activité, de rêve pendant ce moment. Donc, ça s'appelle que j'ai rêvé. Donc, ça ne s'appelle pas que je m'appelle quelqu'un de mal. Mais l'idée, c'est la personne qui dit non, je suis sûr que j'ai rien rêvé. Et ceci, ça fait 7 jours. Ça fait 7 jours, je réfléchis. En général, je suis alerte par rapport à mes rêves, même s'il y a des fois, encore une fois, il y a des rêves dans lesquels j'ai rêvé quelque chose de très intense. J'arrive même pas à mettre des mots là-dessus. Je sais même pas quoi c'est. Mais j'ai au moins rêvé. Mais il existe des moments dans lesquels un dit, je peux te garantir, j'ai rêvé de rien en fait. Le texte dit, ça s'appelle quelqu'un de mauvais. À vous de jouer. Mais s'il a pas Rêver dormi. en quoi? Comment? Quand on dort mal, on rêve pas. Si on avait Non, dormi. s'il fait une nuit blanche, c'est autre chose. Ouais, bon, c'est pas mal. Une personne a dormi. Ah, mais c'est peut-être qu'il ment déjà. Il ne veut pas avouer ses rêves. Alors c'est pas la menteur. Ne Ah dis pas bah que c'est oui, quelqu'un- donc il est mauvais. Non, Ah non, c'est pas la menteur. Pareil. Tu t'en souviens Il est pas? pas Tu t'en connecté souviens avec une pas. certaine partie de Moi, lui-même. je peux te dire pendant 8 jours, j'ai pas rêvé. Hein. Alors, C'est une partie de lui qui vois. l'ignore. on ne rêve pas tous les jours. Alors, elle propose quelque chose de très intéressant. Elle dit que sa vie il est, mauvaise. il est, il est déconnecté avec une partie de lui-même. Donc il y a quelque chose de mauvais. On va essayer de comprendre ce mauvais. On va essayer de voir un petit peu Il une manque piste de intéressante. spiritualité. Mais alors, il manque de spiritualité. Mais qui a dit qu'en fait c'est mon C'est degré lié à spirituel Hachem. c'est lié à ça? Non, mais dans sa vie. Mais les rêves, non, pas de prophétie, non. La question est la suivante. Qui a dit que c'est lié à un niveau de spiritualité? On te dit n'importe quel individu dans le monde qui ne rêve pas pendant 7 jours, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est quelqu'un de mauvais. Maintenant, C'est pas l'année Neshama qui se dégage. alors je sais pas, alors il faut comprendre, c'est assez offusquant. Peut-être une connexion. Qui plus est, excuse-moi, qui plus est, Oui, parce que j'allais dire, on est tous mauvais. Il fuit, ça va même plus loin. parce que s'il est pas conscient de lui. Quand on se souvient de partie Excuse-moi. Même s'il la fuit, c'est qu'elle est mauvaise. j'ai pas entendu. Oui, il a dit Il c'est fuit une partie de lui-même. Parce que personne ne fait une fuite. Excuse-moi, regardez, excusez-moi, j'entends pas, excusez-moi. absolument. Vous avez tout à fait raison. Il fuit une partie de lui-même qu'il ignore. Et s'il l'ignore, c'est qu'elle lui plaît pas. On n'entend Elle n'est rien pas- du tout. C'est que c'est une partie de lui qui n'est pas Sombre. bonne. Alors, Et il préfère ne pas la voir. Il préfère ne pas la voir. elle propose de dire qu'il y a une certaine partie d'un Il individu, occulte. Qui est sombre. on entend déjà la proposition, elle Et dit, on occulte. elle veut dire Je pense qu'il qu'il n'est pas y a une sombre. partie d'un individu qu'on veut occulter et que la personne ne veut pas voir, donc c'est peut-être une partie qui est pas jolie, c'est peut-être pour ça. On va voir. Maintenant, la première des questions à poser avant de rentrer dans la compréhension du Talmud, c'est, puisque le rêve n'est pas sur commande, on ne peut pas prendre des pilules qui nous font rêver. Oui. Ouais, ou bien du LSD, mais c'est un peu dangereux. Ouais, c'est un peu dangereux. Ouais. Donc, puisque c'est pas sur commande, comment on peut taxer un individu d'être quelqu'un de mauvais, puisque ça ne dépend pas de moi? Mais Depuis quand ça dépend de moi? Mais il n'est pas en Non, mais- réception. Ça veut dire qu'il est fermé. Mais comment... le recevoir, Ok, mais alors, le rêve aussi. alors, comment il a fait pour se fermer? Quelles sont les lois pour s'ouvrir? Il faut comprendre ce Talmud. Maintenant, première question dans cette phrase du Talmud. Premièrement, donc, pourquoi s'appellerait-il quelqu'un de mauvais puisque c'est pas sur commande? Ouais. On peut prendre des cachets pour dormir, mais pas des cachets pour rêver, primo. Secondo, pourquoi 7 jours? Et pas 8 jours, et pas 10 jours, et pas 2 jours? Est-ce qu'il y a un Shabbat forcément. Et donc,
puisqu'il y a Shabbat. Et donc, Mais il y a toujours une remise en question, un Alors- bilan de la semaine. non, alors on va. Un deuil Deuxième avec point. le sept. Deuxième point. Il y a deuil, les Shabbat, Voilà. il y a les 7 jours, les 7 notes de pureté. musique. Non, 7 notes de musique aussi. Il y a C'est la joie. il y a la Bah, le grille 7, donc le 7, on peut l'utiliser à tous les. Bon. Alors, attendez une seconde, juste je vous éveille aux questions. J'ai une panoplie de réponses, je voudrais pas que m'ordre sur l'horaire. Regardez. Deuxième point. Troisième point. Donc, premièrement, pourquoi 7 jours? Deuxième point, pourquoi s'appelait quelqu'un de mauvais? Troisième point essentiel. Pourquoi, comment dire, le texte, alors c'est une subtilité au niveau des gens qui sont sensibles à l'oupan, enfin à l'hébreu. Le texte dit Kol alan shevayamim, toute personne qui dort 7 jours sans rêver. Ça s'appelle quelqu'un de mauvais. Shevayamim veut dire 7 jours. Alors, c'est soit le jour générique 24 heures, soit jour, c'est journée. Le Gaon de Vilna fait remarquer que normalement on aurait dû dire toute personne qui dort cette nuit Eh oui. sans rêver. Et le texte dit jour. Alors c'est pas grave, parce que tu peux dire c'est pas grave, jour c'est 24 heures. Mais le Gaon de Vilna dit non, on aurait dû dire là et là. Et puisqu'on dit là, jour, donc c'est autre chose. On va voir, donc on va expliquer à partir de ce Gaon de Vilna, on va comprendre une clé. Dernier point dans le rêve, et dernier axiome du Talmud. Shmuel, fils de Nachmani, dit au nom de Rabbi Yonatan, on montre à un homme dans un songe que les pensées de son cœur. Ah, c'est grave ça. C'est ça, souvent, c'est ce qu'on a, Donc, Ça, c'est ce qu'on grave. a vécu. On ne montre à un individu que les pensées profondes de son cœur dans un rêve. Maintenant, il y a normalement, a priori, il devrait surgir par rapport à ce qu'on vient de dire ici. Comparer le premier axiome et le dernier axiome. Il n'y a pas de cœur. Pardon? Il n'y a pas de cœur. Non, quel cœur? Pourquoi? Bah, il est mauvais parce qu'il n'a pas de cœur. Non, j'ai pas dit le troisième. J'ai dit le 1 et le 4. Tous les rêves sont Tous les exploitables. rêves sont exploitables. On parle de jour aussi là. Hein. Indépendant du jour, je veux comparer, il y a une contradiction a priori entre le premier axiome et le dernier axiome. Bah, il y a une restriction dans le dernier. Le rêve, ce n'est que les pensées du jour. Ouais. Et on a dit dans le premier axiome, tout ce qui a pu m'arriver dans la journée, Que les qui peut être une raison de mon rêve, n'est pas exploitable. Donc je répète, le premier axiome te dit ce qui s'est passé dans la journée n'est pas exploitable. Oui. T'as fait un jeûne, t'as eu un truc, t'as eu un accident, Et- ouais. Ça veut Et de dire l'autre côté on te dit qu'on ne te montre que les Qu'est-ce que tu as dans que le les cœur? pensées de ton cœur. Donc alors je comprends pas. Donc C'est pendant une illogique. journée de jeûne, Ah, on n'a pas de. alors, c'est Voilà, contradictoire. au contraire. Alors regardez. L'élément de réponse par rapport à cette contradiction, à partir de là on va commencer, c'est que le premier axiome qui te dit des rêves qui sont liés à un événement qui s'est passé dans la journée n'est pas exploitable. C'est-à-dire un événement que tu as subi. Un jeûne, on le subit, on le choisit, mais on le subit. Ouais, c'est pénible. Ouais, j'ai pas le choix, il y a une loi qui fait que je jeûne, donc je jeûne, je me soumets à cette loi. Et ça entraîne chez moi certaines perturbations qui fait que toute la douleur, toutes les souffrances que j'ai pu endurer n'est pas, si le soir je rêve, c'est pas exploitable. En revanche. Pareil, j'ai assisté à un accident. J'ai eu du sang comme ça, ça m'a choqué, j'ai été électrochoqué par ça. Le soir, si je rêve de sang, bah, c'est pas exploitable. Parce que c'est quelque chose qui m'a été imposé de l'intérieur, de l'extérieur. Pardon. Le dernier axiome qui dit qu'on ne montre à un individu que les pensées de son cœur, les pensées de mon cœur, c'est moi qui les décide. Ouais. Toutes les choses, les pensées profondes dont auxquelles vous faisiez référence tout à l'heure, ces pensées qui sont à l'intérieur de ma conscience ou de mon inconscience, que j'ai en permanence tendance des fois à refouler. Il y a des dossiers qu'on ne veut pas ouvrir dans sa vie. Ouais, il y a des domaines, il y a des questions existentielles dans ces relations humaines que l'on veut en permanence taire parce que ce serait trop douloureux de les exprimer. Donc c'est toute la sphère de notre conscience-inconscience. Alors ça, si ça jaillit dans un rêve le soir, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu est en train de tendre une perche pour dire non, arrête de refouler. Et c'est justement au contraire d'exploiter. Donc on a ici deux choses totalement différentes. J'ai pu avoir été percuté par quelque chose d'extérieur à moi, et là c'est pas exploitable, parce qu'en fait c'est directement lié à le fait que tu as été percuté. En revanche, quelque chose auquel j'ai pensé de façon profonde, et que j'ai refusé de faire éclore de plus que ça, parce que c'est trop dur, parce que ce sont des questions trop embarrassantes, parce que ça me remet trop en question, eh ben ça, nous dit le texte de la Torah, tu peux avoir une chance incroyable. Que je vais au cou, te tends une pêche, non, vas-y, continue. Douloureux certes, mais continue. Et donc c'est ce rêve de façon exclusive qu'il faudra essayer d'exploiter. Donc c'est la première démarche. Il existe des dossiers extrêmement profonds à l'intérieur de nous qui méritent d'être déployés et qu'on a toujours tendance à essayer d'enfouir. Alors arrive un moment où
on te convoque à essayer d'exprimer cela, de rentrer dans le monde de la verbalisation. Ça, c'est le premier, comment dire, génie du rêve. Deuxième point. Gaon de Vilna, qui fait cette remarque, pourquoi celui qui dort 7 jours sans rêver, c'est pas quelqu'un de mauvais, et pourquoi on a besoin 7 jours et pas 8 jours, c'est parce que, dit le Gaon de Vilna, en 7 jours, tu as toujours un Shabbat, comme ça a été dit ici. Et alors, so what? Et alors, le principe même de Shabbat, c'est quoi? C'est je me déconnecte de toute ma génialité, de toute ma créativité. Je suis un génie parce qu'un homme est génial dans la mesure où il peut prendre un stylo et écrire un poème de Victor Hugo. Ouais, et c'est pas très laborieux au niveau de l'effort. Ouais, prenez un stylo et vous écrivez 2 lettres, il y a déjà un sens. RE, c'est déjà un sens. Eh ben, c'est interdit par la Torah. Je dis, mais c'est pas compliqué, c'est pas un labeur. Non, c'est pas grave. À partir du moment où tu exprimes ton génie dans ta domination de la nature, ça c'est interdit Shabbat. Donc moi j'ai une puissance, j'ai un génie, ouais, je suis un architecte, je suis un financier, je suis un jeune ingénieur, je suis un médecin, avec tout mon savoir je suis capable de métamorphoser la nature, et bien ça on te coupe ça pendant Shabbat. Ouais. C'est pas le labeur qui est interdit Shabbat, c'est l'art, comment dire, mon côté artiste. Ouais. La création, ouais. Appuyer sur un iPhone, c'est la créativité magnifique. Il a fallu un génie qui s'appelle Steve Jobs pour inventer ça. Donc dès que j'utilise la technologie, il y a un problème pendant Shabbat. Ok, alors, mais moi j'ai une puissance de génie. Cette génialité, qu'est-ce que je fais? Non, tu vas utiliser toute cette génialité pour la mettre au service de tes relations humaines. Tu vas parler avec ton épouse, avec ton mari, avec tes enfants, tu vas essayer de réfléchir avec toi-même, tu vas parler avec toi-même aussi. C'est un moment durant lequel toute ta puissance de génie, tu ne vas pas être castré pendant Shabbat. Tu vas tout simplement essayer de réaliser que ce génie peut s'appliquer dans les relations humaines aussi, dans tes relations avec Hachem, dans tes filotes. Il faut que tu aies une intensité plus grande. Le Shabbat est le jour durant lequel, en me déconnectant de ce lieu de réalisation, je vais petit à petit prendre conscience, prendre un petit peu de recul qui va me permettre de pouvoir voir le monde avec un regard dans lequel je me dis ce monde n'est pas simplement un tourbillon infernal. En prenant un tout petit peu de recul, je me rends compte que je peux maintenant évoluer dans le même cadre tout en ressentant beaucoup plus de liberté. Le mal de la personne qui ne respecte pas le Shabbat, et le danger, puisque le danger et le mal, c'est que fondamentalement, il risque de vivre une vie dans laquelle il est en permanence dans une expression de sa créativité. Qui fait que, étant donné qu'il n'a plus de recul par rapport à ça, alors ça va devenir quelque chose de totalement fossilisé. Il va rentrer dans une sclérose de la vie, comme beaucoup de grands businessmen, comme beaucoup de personnes qui sont très investies dans leur boulot, finissent par faire, malgré tous les divertissements de leur vie, finissent par avoir une vie avec un aspect tellement répétitif qu'ils sentent une sclérose terrible qu'ils ne peuvent pas quitter, mais le jour de la retraite, on a, chez les cadres supérieurs, un taux de dépression nerveuse, un taux de suicide absolument colossal, qui est lié au fait qu'il n'y a pas eu cette réflexion dans laquelle je dis, voilà, je marque une pause, j'essaie de réfléchir, j'essaie de penser, et qui fait que lorsque lundi je vais reprendre mon boulot, le même cadre, sans évacuer, sans quitter ce cadre, je vais pouvoir voir les choses avec beaucoup plus de recul, et essayer de comprendre que je peux faire pousser les barrières naturelles de ce monde. Ça, c'est la rêverie du Shabbat. Le Shabbat est le jour du rêve par excellence, mais un rêve de jour. C'est un rêve de jour. C'est un rêve de jour qui me permet de pouvoir magnifier le cadre dans lequel je me trouve, quel que soit le cadre dans lequel je me situe. Ça me permet de pouvoir retrouver des gains de spontanéité, des gains de candeur, des gains de cet aspect ingénu de mon contact avec la vie qui est tellement essentiel pour pouvoir avancer dans la vie en permanence dans cette nouveauté de la vie. Même si le cadre est le même, même si la banlieue c'est morose, même si je suis dans un métro boulot d'auto, c'est pas grave. J'ai la possibilité de porter un regard tout à fait différent, inédit. Ça c'est le rêverie de Shabbat. À partir de cette clé qui est donnée par le Gaon de Vilna, on va comprendre tout ce qui se passe. Yosef est jeune, il a 17 ans, avec les dents très très longues, plein d'ambition. Il fait 2 rêves. Les épis de blé et les étoiles. On avait dit la semaine dernière, les épis de blé, en fait, c'est l'argent. Il se rêve multimillionnaire. Il se rêve en même temps une grande star. C'est quoi une star? Alors, c'est pas le showbiz pour Yosef, un grand tzaddik. Ouais. Qui est reconnu par tout le monde. On avait dit, mais attends, je comprends pas. Tu veux à la fois être Rav Ovadia Yosef et Bill Gates en même temps. Et c'est 2 domaines. T'as les grands tzaddikim, les grands maîtres de la Torah, et t'as les grands de ce, entre guillemets, les grands businessmen. Tu vas pas être la même chose. Non, moi je vois ça. J'ai une nouvelle vision du judaïsme et je vais essayer de l'assumer. Maintenant, le problème il est suivant. C'est que c'est joli ce que tu racontes, ok, pourquoi pas. C'est vrai que jusqu'à présent on se faisait une image d'un tzaddik qui est plutôt, comment dire, dans un monde plutôt très sobre, très modeste. Toi tu veux
le palace et le sommet de la tzidkout, le sommet de l'individu le plus tzaddik du monde, Yosef Tzaddik. Il dit, mais il y a un problème, ça cloche, parce que tu es jeune. Et tu dis, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu te gomines les cheveux. Eh mon ami, t'es pas crédible. Ça veut dire quoi? Tu es en train de faire attention à ton look. Ouais. Et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que c'est justement dans ce monde de l'esthétique que Yosef a puisé toute sa spiritualité. Ouais, j'avais fait un cours l'année dernière, pour le retrouver sur YouTube bientôt, sur le fait que le monde esthétique conduit, est un passage obligé vers le monde du sommet de la spiritualité. C'est paradoxe, c'est incroyable. Donc les frères n'ont pas compris. Ouais, ils n'ont pas compris qu'est-ce qui se trame derrière cette façon de se faire les cils. Ouais, ils ne comprennent pas. Et donc tu n'es pas crédible, mon frère. Donc tu sais quoi? Tu es un rêveur, tu es le champion des rêves, on va te mettre dans une citerne parce que c'est n'importe quoi ce que tu fais. En fait, c'est un prétexte. En fait, ce que tu veux, toi, c'est juste les paquets de millions. Et puis on ne raconte pas d'histoire. Ça, c'est ce qui se passe au niveau du verdict des frères. Maintenant, Yosef, dans un monde carcéral, l'univers carcéral ne rêve plus. Compliqué de rêver dans un monde où il n'y a que des... On ne peut plus rêver. Par contre, les rêves viennent à lui. Et ils viennent de façon assez incroyable. Parce que, puisque Yosef a rêvé, et pendant 10 ans, il n'a plus rêvé, mais d'un coup, les rêves à lui, ça veut dire que Yosef, il se dit, ça veut dire que peut-être c'est une réminiscence de cette activité onirique que j'avais à l'époque. Et donc Yosef saisit, rapte les rêves qui viennent tels lui, et se permet de façon péremptoire de dire, mais si t'es arrivé, c'est pas pour toi que t'es arrivé. C'est juste pour moi. Je m'approprie les choses. Puisque c'est moi, l'homme des rêves. Donc il dit, et donc tu vas te rappeler de moi, et tu me feras sortir du trou. Bon, le bonhomme il oublie, mais n'empêche qu'il se trouve que peu importe. L'histoire est sécrétée par Yosef. C'est lui qui décide l'histoire parce que les rêves viennent à lui. Maintenant, c'est pas fini. Pharaon fait un rêve. Et on a vu 2 différences. Regardez comment c'est magnifique. Ces vaches en question, Vatir Ena Be'achou, elles étaient en train de paître dans l'herbage. Be'achou, le terme, c'est pas l'herbage, c'est le marécage, littéralement. Rachid traduit sur place marée. Le marécage. Maintenant, normalement, le terme normal en hébreu de marécage, c'est agam. C'est un terme qui est une seule fois utilisé ici. Vous savez pourquoi il est utilisé ici? Parce que fondamentalement, regardez la comparatif avec la dernière image qu'il a eue avec ses frères, le verset numéro 2, le début du document. Aya roé atechav, Betson, il faisait paître les brebis. Et lorsque vous lisez Aya roé atechav, vous pouvez lire Aya roé atachou. Aya roé beachou, Aya roé beechav, ce sont les mêmes lettres. Ça veut dire que la Torah a utilisé un terme idiomatique de achou, c'est-à-dire le marécage. Au lieu de dire agam, on a dit achou, parce que fondamentalement, on est en train de faire un clin d'œil. Il voit, si vous dans le rêve, qu'il y a un clin d'œil avec la dernière image qu'il a eue 10 ans au préalable. Pardon, pas 10 ans, excusez-moi, 12 ans, 13 ans avant. Il y a une bar mitzvah déjà, il y a 13 ans avant. La dernière image qu'il a vue, c'était des frères qui étaient en train de faire paître les brebis, Echav. Et lui, Pharaon lui dit, les vaches étaient roé beachou. Roé be'echav, roé be'achou. Blanc, bonnet, blanc. Donc il se dit, waouh, il y a une réminiscence de ma dernière image. Première réminiscence. Deuxième réminiscence, qui est assez incroyable, dans le descriptif, elles étaient dakot, c'est-à-dire maigres, il les retrouve rakot, décharnées. Ouais. Et puis elles étaient yefot maré, et il les revoit yefot tohar, belle d'éclat, belle d'apparence, blanc, bonnet, blanc. Non. Ça fait tilt chez lui. Rappelez-vous le descriptif de sa mère et de sa belle et de Léa, sa tante. Ve'ene Léa rakot. Ve'rachel aita yefat tohar vifat mar'e. On retrouve dans le descriptif en T avant de ces 2 mères, Léa et Rachel, qui étaient l'une Ve'ene Léa rakot. Alors c'est écrit avec un kaf, mais c'est la même consonance que rakot. Ouais. Et deuxième chose, Rachel était yefet tohar vifet maré, exactement comme les vaches. Ça veut dire que Yosef, dans le changement conscient de Pharaon, se rend compte que même dans le descriptif des vaches, il a une réminiscence de Rachel, de Léa et de ses frères. Et donc Yosef réalise ici que ces rêves qui viennent à moi sont des indices que Akadosh Baruch Hu m'envoie de façon radicale, de façon à comprendre que là se loge mon salut, c'est là que se loge ma rédemption. C'est la raison pour laquelle, de façon péremptoire, il dit, on ne va pas s'arrêter à l'interprétation. Et donc, tu vas nommer un responsable qui va avoir telle et telle stratégie, tel business plan. Pourquoi? Parce qu'il comprend que ses rêves, mais ils sont que pour lui, c'est pas pour Pharaon. L'Égypte n'est un artefact. L'Égypte est un prétexte de l'ascension de Yosef. Et Yosef a suffisamment de confiance en Akadosh Baruch Hu pour se dire,
Non, tout ça ne gravite que autour de moi. Ça, c'est, comment dire, l'aspect complètement incroyable. D'ailleurs, c'est tout à fait intéressant. On a dit qu'il est sorti pas de la prison, mais du puits. Ah, c'est-à-dire on reprend la Et situation. de- qu'est-ce qu'on lui donne? On le rase, comment dire, on le sape, on lui donne un habit. Ouais, il va lui faire, et on va lui donner un nom. Ça, c'est Pharaon qui fait ça à Yosef. Mais ça veut dire quoi, ce Pharaon? Il fait ça, Yosef. Il prend Yosef, il sort du puits. Il lui donne un nom, il lui donne un habit. Pharaon est en train de prendre la place de Yaakov. Ouais, c'est ça, ouais, c'est une Yosef ne renaissance. savait pas que Yaakov n'était pas... Il ne connaît pas l'histoire, Yosef. Donc pour lui, son père l'a envoyé dans la gueule du loup. Il dit, va voir tes frères. Et il se fait ensuite condamner à mort. Mais il comprend que c'est Yaakov qui voulait ça. Il ne connaît pas toute l'histoire de la... Et puis d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Yosef se rend compte de façon incroyable qu'il y a quelqu'un qui est en train de jouer le rôle de son père. C'est Pharaon, qui le sort du puits. Non pas de la prison, mais du puits. Ouais, imaginez-vous dans la peau de Yosef, qui est pris dans cette terreur. Et il dit, mais qu'est-ce qu'il veut, mon père? Je suis avec des scorpions et des scarabées, mais qu'est-ce qu'il veut? Papa, sors-moi de là. Et son père ne vient pas. Le premier père qui est venu, c'est 13 ans après, c'est Pharaon. Il y a un dédoublement assez incroyable qui se passe ici, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est ce qui se trame ici. Donc Yosef a compris que tout le monde gravite autour de lui. Ouais. À partir de là, il se permet de pouvoir conseiller. On a... Ouais, je sais pas trop... Donc, maintenant, tout ce qu'on a vu ici, au niveau de Yosef, ça a été éclairé par la clé que donne le Gaon de Vilna, qui dit que fondamentalement, il existe des rêves de jour. Ces rêves de jour en question sont des rêves qu'un individu met en place dans sa journée. Le rêve d'un individu comme Yosef, qui se voit grand, qui se voit géant, il a toute cette ambition incroyable, qui est validée par la grandeur absolument extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu, qui va distiller dans le monde, dans ce monde onirique, une sorte de perche tendue, qui donne à un individu une piste de réflexion, une piste d'exploration, qui va lui permettre petit à petit de pouvoir arriver à décrocher tout ce qui se trame à l'intérieur de lui, toutes ces angoisses, ce domaine qu'on veut systématiquement jamais franchir, le monde de cette conscience qui est donc la clé essentielle de l'épanouissement dans l'individu. Donc voilà un petit peu comment on peut attraper le monde des rêves. Je fais juste cette histoire, une histoire qui est une histoire vraie. Vous savez qu'il y avait un très très grand rave qui a étudié pendant 7 ans chez le Chafetz Chaim, qui s'appelle Rav Kahneman. C'était un des plus grands maîtres de la Torah, et il a donc assisté évidemment à la Shoah, il en a été rescapé, et au sortir en 1945, il a fait 2 choses dans sa vie. Il a dit, voilà, je vais devoir arrêter d'étudier, c'est une façon de parler, il étudie encore beaucoup, mais il aurait pu devenir le plus grand maître de la génération, il a dit, pas grave, mon rôle maintenant va être de reconstruire l'empire de Torah, qui a été détruit dans l'Europe centrale par les nazis. Donc c'est lui qui a construit la fameuse grande yeshiva de Ponevezh. Il a construit donc cette yeshiva. Et au moment où il a construit, c'est la plus grande yeshiva du monde, il y a 5 ou 6 000 étudiants là-bas. Et au moment où il a construit, il est allé donc sur les plaines de Bnebra, qui n'étaient qu'à l'époque des dunes de sable. Il est allé voir donc des gens à Ramat Gan, la banlieue de Tel Aviv, pour venir ramasser de l'argent. Et donc il arrivait, il demandait, voilà, donc je vais construire une yeshiva. Comment ça, une yeshiva? Tu veux dire une synagogue? Non, non, une yeshiva. Alors, les commerçants lui disaient, mais attends, mais c'est caduque, ça, c'est fini. C'est l'époque d'avant, la Shoah. Maintenant, c'est fini. Maintenant, il faut bosser, il faut truc. Non, non, mais moi, je construis une yeshiva. Moi, combien de personnes? Un petit bâtiment de 10 personnes. Non, non. J'ai envie d'acheter une grande colline, là. Et j'ai envie de faire un bâtiment pour 1000 personnes. Comme ça, il dit, écoute, t'es bien gentil, hein, tu rêves. Il dit, oui, exactement. Je rêve, mais je ne dors pas. Première des choses. Ça, c'était le Rav Kahneman. Deuxième histoire sur Rav Kahneman. À part donc passer son temps à aller ramasser de l'argent pour construire ces empires de Torah qu'il a mis en place, il a donc construit toutes les structures pour pouvoir former les cadres qui ont pu essaimer à partir du monde, qui continuent encore à essaimer à partir du monde pour enseigner la Torah. Alors, il a passé son temps aussi à aller récupérer, de connivence avec les services secrets, avec le Shin Bet, avec le Mossad, avec la CIA, avec tous les services secrets du monde, pour aller récupérer tous les juifs qui avaient été cachés par des parents. Ouais. Donc, il y avait des parents qui cachaient dans des couvents, dans des églises, dans plein d'endroits. Et donc, il avait, grâce aux services secrets, des listes, parce que les parents devaient déclarer peut-être de façon, clandestine les enfants. Donc, ils avaient des listes. Il allait donc de couvent en couvent, d'église en église, de monastère en monastère. Bref, des fois, il était accueilli, les bras ouverts. Ouais, et donc, les personnes lui livraient donc des juifs. Et puis, un jour, donc, il était devant un bonhomme, un curé, qui résiste de façon très forte. Alors, il dit, écoutez, voilà, d'après les renseignements, vous avez 1000 personnes ici, il y en a 200 qui sont juifs. 200, ouais, 20% de votre internat juif. Alors, le
comment dire, le bonhomme lui dit, écoutez, ok, désolé, mais ça fait 5 ans qu'ils sont là, ils ont été livrés en 39, ils sont de bons chrétiens maintenant, des bons catholiques, il n'y a plus de traces. Il dit, bon, ok, au moins les garçons, ah non, mais vous ne pouvez pas comme ça venir et, comment dire, inspecter un enfant, je ne vous laisserai jamais faire ça, on ne peut pas toucher un enfant, on n'a pas le droit de ça. Et donc il va y résister, il dit, écoutez, vous comprenez, ce sont des juifs, ses parents n'auraient jamais voulu, vous comprenez, les parents ont été cramés, bon, il a essayé de tout faire, rien à faire, rien à faire, rien à faire. Au bout d'un moment, le bonhomme il dit, écoutez, regardez, vous m'énervez là, c'est très simple. Si vous arrivez à me prouver qu'un enfant est juif, je vous le donne. Descendez maintenant, ils sont dans le réfectoire en train de manger. Je vous laisse la possibilité d'en prendre un. Si vous me prouvez que c'est un juif sans le déculotter, ouais. Rav Kalema dit, bon, j'ai une porte, je la prends. Une porte, chat d'une aiguille, je la prends. Il descend là-bas, il arrive un brouhaha terrible. Ah, les assiettes, les trucs, là. J'ai une minute montre en main. Pas plus que ça. Vous déguerpissez immédiatement après 1 minute. Le bonhomme, comment dire, descend, il voit tous ses enfants comme ça. Il ne sait plus quoi faire. D'un coup, il a une idée géniale, une siette d'Ishmaïa. Il frappe de façon très forte sur une table pour faire le silence. Et puis il se met à crier Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema. Et puis d'un coup, un enfant, 2 enfants, 3 enfants, les 200 enfants qui s'accrochent à lui en disant Tate, Tate. C'est papa, maman, papa. Et là un petit peu, donc ça c'est ce qui s'est passé, il a récupéré les 200 enfants, il est reparti avec. Alors, quel est le génie de ce rave? Le génie est le suivant. Il s'est dit, qu'est-ce qui peut rester à des enfants qui ont vécu 6 ans de formation au catéchisme, ouais, avec les prières, avec tout ce qu'il faut, qu'est-ce qui peut rester? Il peut rester une seule chose. C'est le moment exceptionnel du passage d'un enfant entre le monde de la conscience et de l'inconscience. C'est le moment le plus riche qui existe. Et c'est là, en général, où une mère et un père font le schéma à un enfant. C'est-à-dire que c'est ce lieu qui est un lieu qui n'a pas encore été dévirginisé. Ouais, c'est un lieu qui est encore intact, et donc c'est ce lieu qu'il a réussi à attraper, ce monde riche, tellement riche, du monde de frontière entre la conscience et l'inconscience, qu'il a réussi à attraper, donc il a réussi à... C'est le trait de génie de ce rave, qui a réussi donc à ramener comme ça à la maison 200 enfants d'un intérieur.